À quoi vous pensez si je vous dis intergénérationnel? C'est ouvert à toutes les réponses. Je vous laisse me dire en commentaire. De mon côté, j'avoue avoir pas mal de choses en tête. Le nombre de séries, de films et autres œuvres culturelles qui ont traversé le temps sans perdre de leur splendeur sont légion. James Bond, Doctor Who, Sherlock Holmes en sont les premiers exemples. Pourquoi est-ce que tous mes exemples sont britanniques? C'est assez intéressant de se poser la question du pourquoi. Parmi tout ce qui existe, certains programmes parviennent à tenir le cap des années tandis que d'autres tombent dans l'oubli. Et même si les sociétés de production essayent au mieux de faire revivre les franchises, ce n'est pas souvent un véritable succès. Terminator n'aura pas réussi à maintenir un avenir radieux sur la durée en produisant des films de plus en plus médiocres. Et quand je dis médiocre, je me trouve plutôt gentil. Indiana Jones ne tient même plus debout et le 4e opus est loin de faire l'unanimité. 4, 5, je sais plus combien il y en a, mais les derniers sont pas bien. Alors, comment font certaines œuvres pour tenir sur la durée? Tout simplement en s'adaptant. Si garder la même recette encore et encore fonctionnait, tout finirait par devenir fade. Sauf pour le pesto. Le pesto c'est toujours bon. Le monde change, et il est important de changer avec lui. Et récemment, la licence qui m'a vraiment impressionné... C'est pas forcément la première à laquelle on pense quand on parle d'intergénérationnalité. Est-ce que j'invente des mots? Probablement. Splinter est un rat très intelligent. Bah ouais, c'est possible. Et étonnamment, il maîtrise les arts martiaux. Ouais, c'est quand même vachement fictionné. Du mutagène sur lui, ça pourrait provoquer une transformation assez extraordinaire. Le mutagène, ça vous parle? En gros, c'est un agent biologique qui permet de provoquer un changement de génome dans un organisme. En résumé, le mutagène, c'est le venin de l'araignée radioactive qui a mordu Peter Parker et Miles Morales. Ça a fait changer leur ADN et ça les a transformés en Spider-Man. C'est plus clair? Le mutagène peut être une chose développée dans un laboratoire, testée sur des cobayes. Des rats, par exemple. Et parfois, le rat en question se trouve être bien plus habile qu'il n'y paraît. Alors, quand un incident rend Splinter à moitié humain, lui et une bande de 4 petites tortues, ils décident de les cacher au cœur des égouts de New York pour survivre. Élevant les tortues humanoïdes comme ses enfants, il leur enseigna les techniques de combat qu'il connaît sur le bout des doigts. Bah, sur le bout des pattes, du coup. Faisant d'eux 4 véritables justiciers pour la ville qui ne dort jamais. Aujourd'hui, je vous propose de parler des 4 ninjas mutants, adolescents, reptiliens. Ça marche. Les Chevaliers d'Écaille, connus sous le nom de Tortues Ninja. Entre combat contre des aliens et découverte du monde, on va faire un bon nombre de détours pour comprendre comment ces 4 créatures ont réussi à affronter le temps qui passe. Allez Splinter, dessine-moi des tortues. Ok, sachez que j'ai beaucoup de choses en tête, ça va être un peu bordélique et peut-être un peu long. Va falloir me suivre. Pour commencer notre histoire, on va revenir sur un visage que vous connaissez probablement parfaitement. Vous le connaissez parce qu'au cours des 15 dernières années, vous l'avez vu plus d'une vingtaine de fois sur grand écran. Certes, rapidement et dans un tout autre contexte, mais quand même. Et pour ceux qui sont attentifs à mes vidéos, vous le connaissez sûrement parce qu'on a déjà parlé de lui. Notre histoire débute avec Stan Lee. Non, j'aime pas l'intonation. Notre histoire débute avec Stan Lee. Stan Lee n'est pas le créateur des Tortues Ninja, mais il a indirectement contribué à leur existence. Dans les années 60, Marvel Comics est au sommet de son art. Après le succès des 4 Fantastiques et surtout de Spider-Man, la maison des super-héros lance une avalanche de héros inédits. Parmi eux, Stan a une idée intéressante. Faire du recyclage pour pondre une masterclass. Je m'explique. Bart Hill. Pour le coup, ce nom-là, il vous parle pas, c'est normal. Personnage développé par Jack Binder dans les années 30, il est un excellent lanceur de boomerang muet. Et déjà là, ça a pas beaucoup de sens. Enfant, il a été traumatisé par la mort de son père, et c'est ça qui l'a rendu muet. Alors, à l'image d'un justicier masqué d'une toute autre maison de comics qui commence Par un D et qui finit par un C, il cache son visage et part en quête de vengeance sous le nom de Daredevil. c'est de là que commence notre histoire. Revenons maintenant à Stan Lee. Après l'explosion des comics et l'âge d'or de Marvel, il se lance avec une pléthore de héros. Et c'est en reprenant l'histoire de Bart Hill que le nouveau vengeur de Hell's Kitchen va naître. Avec l'aide des artistes Bill Everett et Jack Kirby, Stan Lee développe le personnage de Matt Murdock, un avocat non-voyant et justicier extraordinaire. Daredevil devient un héros emblématique, avec son propre ensemble de compétences et des défis uniques.
Son histoire est marquée par la dualité de son rôle d'avocat le jour et de justicier la nuit, luttant contre les crimes dans les rues sombres de Hell's Kitchen. Bon, mais c'est quoi le rapport avec les Tortues Ninja? J'y viens. Non, j'aime pas ce doigt là. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'a fait ma main là? J'y viens. L'histoire des tortues ne serait pas complète sans parler de leurs créateurs, Kevin Eastman et Peter Laird. Ces deux jeunes artistes ont commencé leur carrière de manière modeste et ont rapidement gravi les échelons dans le monde de la BD. En 1983, dans un petit appartement de Northampton, Massachusetts, Kevin et Peter brainstorment. Genre, un gros moment de réflexion pour essayer de trouver l'idée de génie qui va leur permettre de se lancer dans le monde du comics. Et là d'un coup, éclair de génie, pas du tout. Pas du tout, ils n'arrivent à rien. Ils tournent en rond. Ils cherchent à avancer sur un projet Dont on se fout royalement. et derrière eux, la télé diffuse un dessin animé. Soudainement, un démon rouge apparaît, aveugle, celui-ci enchaîne les combats et les gestes techniques, son nom, Daredevil. Et pour citer un excellent personnage de chez Disney, tous les morceaux se recollent. C'est Kevin Eastman qui va y voir l'inspiration, même si on peut pas vraiment appeler ça comme ça. À la base, Kevin, au bout de sa vie, à la recherche d'idées, a pris Daredevil et l'a transformé en tortue. Dans sa tête, ça donnait ça. C'est bien dessiné, mais l'idée est pas folle, quoi. Et voilà, d'un simple délire, une simple parodie de Matt Murdock en version tortue. Sauf que son pote Peter, en face de lui, Il est trop fan. Il adore le concept, il est trop chaud, il part dessus. et c'est là que ça dégénère. Il commence à créer une histoire, multiplie le nombre de tortues, ajoute un rat sage, vende le projet comme la parodie qu'elle est, et commence à brasser une bonne quantité de billets. Quand je vous parle d'une bonne quantité, c'est une énorme quantité de billets. Bref, c'est comme ça que, armés de quelques bières, des crayons et de très peu d'idées, bah les deux vont commencer à esquisser les prémices d'une des plus grandes franchises de dessins animés de tous les temps. Ce qui a commencé comme une blague entre amis est devenu rapidement un phénomène de la culture populaire. Leur première bande dessinée, autopubliée en 1984, est un véritable succès instantané. Avec un tirage de seulement 3000 exemplaires, le premier numéro s'est vendu en quelques semaines, propulsant les Tortues Ninja vers la célébrité. L'idée de créer ces tortues est née d'un mélange d'inspiration très moyenne et d'un éclair de créativité. Imaginez un rat mutant vivant dans les égouts de New York et élevant 4 tortues comme ses enfants. Oui, c'est aussi bizarre que ça en a l'air. Et c'est précisément ce qui a captivé l'imagination des lecteurs. Le sage rat mutant est inspiré du personnage de Stick, le mentor de Daredevil. Les tortues, quant à elles, ont été créées pour parodier les tendances des années 80, des adolescents, mutants, ninjas, avec des aventures urbaines. Ajoutez à ça une dose de pizza et pas mal de pop culture, et vous obtenez un cocktail qui ne peut que fonctionner. Leur origine est simple, mais efficace. Élevées dans les égouts, les tortues apprennent les arts martiaux pour combattre les forces du mal, notamment le terrifiant Shredder et le clan des Foot. Et une invasion de monstres extraterrestres tentaculaires. D'ailleurs, il y a une toute petite chance pour que les Krang, les extraterrestres en question, ils soient fortement inspirés des Daleks de Dr. Who. Eastman et Laird, Eastman et Laird ont su mélanger action, humour et un soupçon de satire pour créer un univers unique et captivant. Et c'est là toute la magie des Tortues Ninja, un concept qui aurait pu sembler ridicule est devenu une franchise culte grâce à une écriture intelligente, des personnages attachants et surtout... Non, j'ai pas de suite en fait. Bon, c'est surtout aussi parce que les tortues arrêtent pas de faire des références à plein de trucs que tout le monde connaît. Du coup, juste des ados comme les gens qui regardaient à l'époque. Étonnamment, ils ont réussi à faire ce que rêvent toutes les entreprises qui se mettent au marketing. Parler à la jeunesse. Et ça a marché. Kevin et Peter sont la preuve qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'imagination. Et de quelques bières devant un dessin animé? Pas sûr de ça là pour le coup. Bon, on va faire une petite avance rapide parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je crois qu'on est déjà à pas mal de temps. Le succès des BD a naturellement conduit à une adaptation en dessin animé en 1987. Les Tortues Ninja ont fait leur apparition sur le petit écran dans une série animée. C'est avec ce dessin animé là que les Tortues Ninja sont devenus extrêmement connus dans le monde entier. La série animée a légèrement adouci le ton des bandes dessinées pour le rendre plus adapté aux jeunes spectateurs. Les épisodes étaient remplis d'humour, d'aventures et de combats contre une variété d'ennemis colorés, et chaque épisode se terminait souvent avec une leçon de morale ou une blague légère. Le générique est devenu emblématique et reste dans la mémoire de beaucoup de gens qui ont grandi dans les années 80 et 90. Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja.
C'est cette version animée qui a grandement introduit les éléments manquants de l'univers, comme la passion des tortues pour les pizzas, qui n'était qu'une mention mineure dans les BD d'origine. Les personnages ont été légèrement modifiés pour accentuer leurs traits distinctifs, et certains adversaires ont été ajoutés pour les adapter à la télévision. Le succès phénoménal du dessin animé ouvre la voie à une adaptation sur grand écran, en 1990 avec le premier live-action Teenage Mutant Ninja Turtle. Et waouh, c'est... Waouh! Celui-ci a donné naissance à 2 suites, et même si ces suites ont été moins bien reçues que le film original, elles ont continué à renforcer la popularité des tortues. Avec le succès des bandes dessinées, des dessins animés et des films, une véritable avalanche de produits dérivés a suivi. C'était littéralement le phénomène Pokémon avant Pokémon. Bon, à une toute autre échelle. Mais qui peut dire qu'il n'avait pas un jouet Tortue Ninja chez lui ? Probablement plein de gens. Les Tortues Ninja sont devenues une véritable marque avec une gamme de jouets, de jeux vidéo, de vêtements, d'accessoires et de plein d'autres choses qui se sont vendues comme des petits pains. Ces jouets ont tenu un rôle extrêmement important dans la popularité des tortues, jusqu'à devenir pour certains des objets de collection. Les enfants peuvent recréer les aventures de leurs héros, et les ventes de jouets ont contribué à solidifier la place des tortues dans la culture populaire. Et si vous achetiez une figurine de Splinter en ligne, et bah il paraît que vous apprend à faire un Maoshigiri. En vrai, ce serait pas une super bonne idée ? Les Tortues Ninja, c'est quelque chose qui a pris une notoriété très vite et qui a petit à petit adopté la culture populaire dans laquelle elle a évolué pour gagner encore plus en popularité. Sauf que ça, c'est dans les années 80. 90 tout au plus. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Eh ben... c'est compliqué. Pendant un temps, ces petites tortues ont légèrement disparu du paysage culturel. Ou du moins, les différents produits et programmes se sont fait plus discrets. Notamment avec des dessins animés qui n'étaient pas vraiment de la meilleure qualité. Le passage à la 3D a fait mal à beaucoup de franchises, et pas que à Disney. Le temps passant, les produits dérivés sont passés de ringard à vintage, et inversement plusieurs fois. Les différentes productions de films au début des années 2010 n'avaient pas pour objectif de faire revivre la saga. Avec le film de 2014, produit par Michael Bay, on s'attend enfin à un spectacle d'envergure. Une renaissance de la franchise, avec des ninjas badass, des explosions et une bonne dose de moments cultes. On a eu les explosions, on a eu les combats, et en même temps avec le nom de Michael Bay, encore heureux. Par contre, pour le reste, c'est plus compliqué. Pour résumer, on a une grosse entreprise qui prend de très très grosses pincettes pour faire passer pour de la nostalgie et plaire au plus grand nombre. Sauf qu'en faisant ça, ils oublient le principal. Ils oublient le côté adolescent. Parce que ouais, à la base, le T de TMNT, c'est pour teenager. Teenager, ça veut dire adolescent. La véritable force de ces personnages est leur jeunesse. Par leur manière d'être, nos 4 héros sont iconiques grâce à leur faculté qu'ils ont à s'intégrer dans leur époque. Ils ne veulent pas parler à la jeune génération, ils sont de la jeune génération. On n'est plus dans les années 80, et bien que ce soit de là d'où ils viennent... Et bien que ce soit de là d'où ils viennent ? Oui. Et bien que ce soit de là d'où ils viennent, il serait peut-être temps de se rendre compte que le meilleur moyen de les faire revivre, c'est de les amener à vivre avec leur temps. Et pour le coup, s'il y a bien un gars qui peut réussir cet exploit, c'est sûrement un homme qui restera toute sa vie un adolescent. Qu'est-ce que j'aime cette série. Vous connaissez forcément Seth Rogen. Soit parce que vous l'avez vu dans un film, soit parce que vous avez vu son nom apparaître dans une polémique. Probablement Sausage Party. Seth Rogen est un acteur, réalisateur, producteur et scénariste canadien. Il commence sa carrière dans le stand-up avant de réussir le casting de Freaks and Geeks et de participer à la première et unique saison. Ce qui n'est toujours pas assez. Cette aventure lui permet de faire 2 rencontres, Judd Apatow et James Franco. Même si on parlera pas du dernier, il est un tout petit peu trop problématique. Ah, j'ai plus d'espace de stockage dans ma caméra. Seth est rappelé par Judd Apatow pour jouer dans 40 ans toujours puceau avec Steve Carell, puis enchaîne les comédies américaines jusqu'à donner sa voix à des personnages de American Dad et dans Shrek 3. Au milieu de ça, il termine le scénario de son projet d'adolescent avec son ami de très longue date, Evan Goldberg. Un film dans lequel il joue et une excellente comédie, super grave. On parle de Judd Apatow et de super grave, je peux vous jurer que j'en connais certains derrière cette caméra qui sont très heureux. Et moi aussi. Pour résumer le reste, dans des films, il va fêter Noël sous drogue, donner sa langue à Paul dans Paul, essayer de tuer un dictateur nord-coréen et est mort dans l'Apocalypse avec Rihanna entre autres.
Et il va même faire chialer pas mal de monde avec son pote, la malade, foutu Joseph Gordon-Levitt. À un moment donné, il va cofonder Point Grey Pictures, une société de production américaine, qui produira entre autres Preacher, The Boys, Invincible et... Sausage Party. En résumé, Seth Rogen est petit à petit devenu quelqu'un de super important dans le domaine de la comédie américaine, notamment quand il s'agit de faire ce qu'on appelle des gamineries. Alors forcément, quand on lui propose un film sur des tortues ados, il peut pas refuser. Et du coup, pour ce film, sa recette est plutôt simple. Des robots, des ninjas, du rap et des pizzas. Kawabunga! Parce qu'on a trop d'avance, on a peur que tu nous suives pas. En 2023, un nouvel opus de la franchise Tortue Ninja a vu le jour. TMNT Teenage Year. Produit par Seth Rogen et Evan Goldberg. Toujours ensemble ces deux-là. Teenage Year suit les aventures de nos 4 tortues adolescentes préférées. Alors qu'ils sortent pour la première fois des égouts de New York et tentent de trouver leur place dans un monde humain, Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël sont curieux et cherchent à découvrir la vie à la surface. Mais ils se heurtent à la méfiance et à l'hostilité des humains. Alors, ils se lancent dans une nouvelle mission, faire face à une organisation criminelle dirigée, j'ai laissé le mot tout seul. Faire face à une organisation criminelle qui veut exploiter le mutagène et se présenter comme sauveur pour être adopté par l'humanité. Même si ici, on dit plutôt fluide que mutagène. Entre besoin d'identité, de reconnaissance et d'aventure, leur quête d'acceptation est compliquée par des conflits internes et des tensions avec leur maître et père de substitution, Splinter. Celui-ci qui craint pour leur sécurité. Bon, pour le coup, la quête de reconnaissance et d'identité, c'est quasiment tout le temps là, dans les Tortues Ninja. Alors on pourrait tout simplement se demander qu'est-ce qui change dans ce film. Et c'est là que Seth intervient. Nos personnages excellent dans l'art du combat. Ils sont même très doués. Il n'en reste pas moins des préadultes. Et comme tout le monde à un moment donné, ils sont insouciants. Alors oui, ils sont des ninjas. Et comme tous les ninjas, ils ont des shurikens. Mais donnez un shuriken à un gosse, et il va s'amuser à le lancer sur tout ce qui bouge. Et même en fait sur tout ce qui bouge pas. Ça va être probablement la première chose qu'il va essayer de faire, ce sera sûrement détruire un truc assez gros, genre une pastèque. Et a raison, en fait, depuis Fruit Ninja, on a tous envie d'éclater des trucs avec des katanas. Ensuite, le film plonge profondément dans les préoccupations typiques des adolescents modernes. Et ça, c'est le mot important. Adolescent, moderne. On découvre que même s'ils veulent intégrer le monde extérieur, ils en ont peur. La peur du rejet, la peur de la honte, d'être moqués, voire humiliés. Ce que ressentent ces tortues envers l'extérieur est exactement ce que ressent un ado lambda dans le lycée du coin. Et d'ailleurs, ils en ont une, fenêtre, pour se tenir à la page, Internet. Ils connaissent les célébrités, la technologie, les tendances et sont même fans de l'Attaque des Titans. Malgré l'enfermement, l'isolement et l'ennui de devoir vivre reclus, ils parviennent à s'informer, à trouver de nouvelles passions et à devenir eux-mêmes des adolescents normaux. En fait, ils ont vécu toute leur vie ce que nous, on a vécu pendant le confinement. Moi, confiné, j'ai lu 100 tomes de One Piece et j'ai commencé à jouer à Animal Crossing. C'est pas très compliqué de se reconnaître en eux. Là où beaucoup d'œuvres Tortue Ninja jouaient sur la nostalgie des années 80 avec des références anciennes, ici, nos héros n'en font rien. Au contraire, leurs références sont plus modernes. Des débats sur les Avengers, des décorations avec des personnages bien réels, beaucoup de Chris, étonnamment, du beatbox et même des freestyles. Les tortues utilisent même un langage d'argot très récent. C'est ce qui nous permet d'avoir des conversations bien plus authentiques et réalistes. En fait, hormis leur apparence, leurs émotions, leur vitalité, leur raisonnement, leur passion, tout fait d'eux des humains à part entière. En plus, ils ont l'air d'être en crise d'ado, donc c'est assez réaliste. Ce film est vraiment bien. Dans le fond, mais pas seulement. Parce que oui, ce qui est encore plus fou avec ce film, c'est que c'est pas seulement le fond qui va permettre de renouveler la saga. On va parler un peu de la forme. Bon, là on va avoir un gros morceau. Par quoi on commence ? Dans les années 80, si Leonardo, Raphaël, Donatello et Michelangelo ont réussi à se démarquer, c'est parce que ils sortaient du lot. C'est vrai, des adolescents qui sauvent le monde, on en connaît. Mais parodier les super-héros avec les animaux les moins souples et les moins rapides possibles, ça rend pas indifférent. La question, c'est comment aujourd'hui réitérer l'exploit de sortir des carcans classiques de l'animation. Et encore une fois, ils vont s'en sortir grâce à l'aide d'un héros Marvel.
Cette fois, c'est grâce à l'esthétique de Spider-Man Into the Spider-Verse, dont on a déjà parlé sur la chaîne, et Spider-Man Across the Spider-Verse, dont on parlera sûrement bientôt sur la chaîne, qui vont pousser nos créatures à vouloir faire mieux. Ici, pas de point de trame, pas d'onomatopée, qu'on va quand même pas copier allègrement. Mais le film utilise une animation hybride qui mélange 3D et éléments 2D. Une approche qui permet de capturer l'essence des comics originaux tout en offrant une fluidité et une profondeur plus poussée. Une technique de rendu qui donne aux objets 3D un aspect de dessin à la main, c'est le cel shading. C'est une technologie qui est beaucoup utilisée dans les jeux vidéo. J'ai pas d'exemple. Cette méthode est utilisée pour accentuer l'effet bande dessinée et conserver une cohérence visuelle avec les illustrations d'origine. Ici, en l'occurrence, l'objet des animateurs était d'obtenir un rendu sketch, une sorte d'esquisse rapide, comme si le film avait été fait à partir du storyboard original. En fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment animer les toutes premières planches dessinées des auteurs. Essayer d'avoir ce rendu un peu fait à l'arrache, mais faire quelque chose de quand même assez propre. À partir des premières planches brouillonnes du comics. Bien sûr, l'utilisation de cette technique n'est pas n'est pas anodine. La majorité du film se passe de nuit. Les tortues, afin de ne pas se montrer au grand jour, ne sortent que dans la ville de nuit. De plus, New York est représentée comme une ville terne et sale. C'est pour respecter cet aspect sale et sombre que chaque objet est conçu comme une rapide ébauche. On peut observer comme une superposition de petits traits très fins qui ont permis de construire le matériel, presque comme si on avait oublié de les gommer. Et cette manière de faire les formes est parfaitement complémentaire avec la représentation des textures. Les textures sont stylisées pour rappeler les coups de crayon et les hachures des bandes dessinées, donnant une esthétique visuelle très particulière. Par exemple, un objet métallique n'aura pas de reflet lumineux ou de nuances particulières. On nous fera comprendre qu'il s'agit de métal par ses imperfections. C'est la rouille, les rayures et les traces de saleté qui nous permettront de comprendre cette matière. Sauf que c'est tellement bien fait que ça coule de source. On n'a pas besoin de se poser la question. On reconnaît du métal. Et on retrouve cette même technique dans la gestion de la lumière. Lorsqu'un personnage est éclairé, on distingue les ombres sur son visage. Rien de particulier là-dessus. Même si, dans un souci de réalisation, la position des ombres est assez intéressante. Lorsqu'un point lumineux apparaît à l'écran, une ampoule, un néon, la lumière qu'il émet n'est pas aveuglante. C'est un rayon lumineux, plutôt gribouillé. Vous voyez ce moment où vous êtes dans la nuit et que vous voyez le phare d'une voiture ? La lumière du phare a tendance à faire un peu une genre d'étoile. Et ben dans le film, la lumière, elle est représentée comme ça. Un léger halo lumineux, avec des traits lumineux qui partent dans tous les sens. Bon après, je sais pas si tout le monde voit la lumière comme ça, c'est peut-être moi qui suis bizarre. C'est une vision très graphique de la lumière. L'esthétique de ce film repose entièrement sur ses imperfections. Tout semble gras, dégoulinant. L'arrière-plan est très complet mais succinct dans ses détails, et au contraire, les plans proches sont plus sobres mais détaillés. C'est compréhensible ce que je viens de dire ? On va dire que oui. Le film repousse les limites de l'animation en expérimentant avec de nouvelles perspectives et des visuels très particuliers. Les scènes de combat sont particulièrement remarquables, utilisant des mouvements de caméra fluides, des transitions rapides pour maintenir l'énergie et surtout le suspense. Les chorégraphies de combat sont soigneusement planifiées pour tirer parti des capacités uniques de chaque tortue, rendant chaque affrontement mémorable. D'ailleurs, on peut aussi remarquer qu'en fonction des scènes, des combats et particulièrement de la position des membres sur le plan, le nombre d'images change pour chaque personnage. Les scènes d'action et les moments demandant plus de fluidité ont plus d'images pour décomposer le mouvement, tandis que l'arrière-plan est moins lisse pour garder un léger mouvement pendant les scènes calmes. Pour expliquer vraiment très rapidement, on va avoir par moments certains personnages en premier plan qui vont être à 30 ou 60 fps, histoire de garder une fluidité et une animation plus smooth, justement. Là où des personnages qui vont être mis plus en arrière vont être ralentis légèrement. Ouais, voilà. La fusion des techniques traditionnelles et modernes permet de créer une expérience visuelle extrêmement intéressante qui redéfinit l'animation des Tortues Ninja. Les scènes d'action sont particulièrement frappantes grâce à cette hybridation de styles, où chaque mouvement est à la fois fluide et dynamique, tout en restant fidèle à l'esprit de la bande dessinée d'origine. Le style graphique du film contribue à la caractérisation des personnages aussi. Chaque tortue possède un design distinct qui reflète sa personnalité. Leonardo est souvent représenté avec des lignes plus nettes et des ombrages accentuant son rôle de leader. Raphaël, le rebelle de la bande, bénéficie de traits plus anguleux et des textures plus rugueuses qui soulignent son côté brut et impétueux. Impétueux. Je commence à utiliser un bon vocabulaire, hein ? Donatello, le cerveau du groupe, est doté de détails techniques et des gadgets mettant en avant son expertise technologique.
Michelangelo, de son côté, le joyeux farceur, a des expressions faciales exagérées et des mouvements plus énergiques, capturant parfaitement son esprit libre et amusant. En fait, chaque tortue est individuellement créée de manière à ressembler aux autres, tout en mettant en avant les détails, de manière très subtile, qui font d'elle ce qu'elle est dans le groupe. Pour ce qui est de la couleur, contrairement à de nombreux films des années passées, qui utilisaient des palettes assez uniformes, Teenage Year adopte des couleurs vives et contrastées qui attirent l'œil, qui renforcent l'impact visuel des scènes. Les couleurs utilisées de manière stratégique pour accentuer les émotions et l'atmosphère de chaque scène. Par exemple, les scènes de combat nocturnes dans les rues de New York sont baignées par des néons éclatants ou des reflets de lumière qui ajoutent une dimension supplémentaire de tension et de drame. À côté de ça, j'ai rien d'autre à dire sur la lumière en fait. À côté de ça, la bande-son du film, composée de morceaux de rap contemporain et d'autres pistes instrumentales énergiques, s'harmonise parfaitement avec ce style graphique. La musique amplifie l'énergie des scènes d'action. Les dialogues sont soigneusement écrits pour refléter le langage et l'humour des adolescents d'aujourd'hui, rendant les tortues encore plus accessibles et pertinentes. Donc en résumé, on a modernisé l'animation, modernisé le style de musique, on a modernisé la manière de faire des tortues, et on les a intégrés dans notre époque, avec les nouvelles technologies et tout ça. Du coup, est-ce que c'est réussi? Est-ce qu'on est un renouveau des Tortues Ninja? C'est toujours difficile de tenir sur la longueur. Nombreux s'y sont essayés, et trop peu ont réussi. Je suis totalement en train de répéter l'introduction là. Les ravages sur certaines sagas en sont témoins. Ce n'est pas tout le monde qui peut survivre au gap générationnel. D'ailleurs, c'est complètement con que Terminator se foire autant alors qu'on est en pleine explosion de l'IA. De nos jours, ça pourrait faire un carton s'il y avait un énorme script bien cool. Mais du coup, il faudrait que ce soit vraiment bien fait, quoi. C'est toujours difficile, non, ça j'ai déjà dit. Grâce à Teenage Year et au travail sur ce film, les Tortues Ninja ont réussi à se refaire une santé au travers de cette nouvelle identité. Des produits dérivés sont repartis en production comme à l'époque, et les projets reprennent petit à petit. Une série animée devrait voir le jour sur Paramount+, dès cet été, avec un graphisme 2D qui m'a l'air vraiment pas mal du tout. Le monde change, et on se doit de changer avec lui. Après tout, comme les séries et les œuvres qu'on regarde et qu'on aime, on est tous des personnes différentes tout au long de nos vies. Il faut continuer à avancer tant qu'on se souvient de toutes les personnes qu'on a été. C'est beau ce que je dis. J'ai aucun mérite, c'est une réplique de Doctor Who. Doctor Who est le parfait exemple de cette adaptation au fil du temps. Des propos et des problématiques qui changent avec les acteurs qui incarnent le personnage et une esthétique qui évolue pour faire toujours mieux. En fait, c'est le cas de plein d'œuvres. Tout le monde s'adapte à un moment donné à la nouvelle époque. Superman est beaucoup moins patriote qu'à l'époque de la propagande. Spider-Man, on en a déjà parlé, mais c'est adapté pour correspondre un peu plus aux différentes cibles qui peuvent le lire. Par Miles Morales et par Gwen Stacy par exemple. Et il peut même, depuis les derniers comics, être père de famille. James Bond peut très bien laisser sa place et devenir une femme de couleur. Si les studios pouvaient juste garder leurs idées et pas les changer toutes les 5 minutes. Sauf que du coup, ce changement, tout le monde n'y arrive pas. On n'a pas envie de voir un énième parc à Raptor. Optimus Prime pourrait très bien retourner sauver Cybertron. Et la planète LV-426 a eu assez de visiteurs. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'autres aliens. Et même si après 40 ans d'existence, nos reptiliens ninjas restent toujours des adolescents perdus, obligés de combattre des monstres étranges, et qu'ils n'ont plus besoin de se cacher dans les égouts, que l'humain aura toujours besoin d'un héros, qu'importe son visage. Elles étaient drôlement agiles, ces tortues. On est dehors!